Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Nous allons évoquer cette proposition de loi pensée pour renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers. Elle a été adoptée au Sénat le 19 juin. Eh bien, elle est rejetée, en tout cas depuis ce mardi, en commission mixte paritaire. La sénatrice de Paris, Colombe Brossel, est avec nous pour en parler. Le don d'organes continue de progresser en France, plus 7,1% en 2024 par rapport à l'année précédente. Mais il reste beaucoup à faire, beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités. Rendez-vous dans le Bon Point pour mettre en lumière celles et ceux qui font bouger les choses. Et puis dans sa chronique, Emma Ferret a regardé pour vous Secret Story saison 13 diffusée sur TF1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les internautes montent au créneau. Emma Ferret qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Emma. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, on démarre ce journal avec les suites du rapport de la commission d'enquête sur les violences à l'école que le Premier ministre a qualifié de claque éducative. Oui, un terme choisi mais qui ne plaît pas à tout le monde. Pour Paul Vannier, député La France Insoumise et co-rapporteur de cette mission, l'expression est plus que malheureuse et selon lui, elle adresse un signal catastrophique au pays. Alors il est également question de ne pas reléguer ces violences à une époque en particulier. On écoute Paul Vannier. À l'époque déjà, et fort heureusement, la loi réprimait les violences physiques, les violences sexuelles. Et c'est inacceptable de continuer à dire qu'il y a des violences éducatives. C'est absolument antinomique. Chaque violence, la violence verbale, la violence physique, bien sûr la violence sexuelle, elle détruit la vie d'un enfant. Elle a des conséquences de très longue portée. Les témoins que nous avons entendus à Riomont, mais comme à chaque endroit, rapportent des faits, des crimes dont ils ont été l'objet 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans avant. Et ils sont encore aujourd'hui entièrement traversés par cette violence. Donc il faut insister sur la gravité qu'il y a à banaliser ces violences. Et je le dis sans chercher à polémiquer, mais parce qu'il y a des responsabilités. Et quand François Bayrou, en audition, a lui aussi repris cette expression le 14 mai dernier de l'année 2025, de claque éducative, il a adressé un signal dévastateur au pays. Il ne faut aucune concession face aux violences. Et je le dis parce qu'il y a un continuum des violences et qu'une violence physique en précède une autre plus grave et peut provoquer un état de sidération qui est là pour cacher des violences sexuelles. Donc cette vigilance doit être permanente et au premier instant. Et dans cette mission, il est évidemment question des victimes et de la reconnaissance de l'État. Alors si une indemnisation existe, ce n'est pas le sujet et pas la priorité pour Didier Vinzon. Il est membre d'un collectif de victimes de violences scolaires. L'argent ne règle pas tout. Donc fonds d'indemnisation, très bien. Après, reste à savoir qui sera éligible. Moi, l'argent, personnellement, je m'en fous. J'ai pas été celui qui a le plus souffert, même si j'ai pris ma dose. Mais en revanche, la parole soigne. Elle soigne ceux qui sont encore là. Les enfants et les femmes de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, c'est quand même 30 à 40 ans de maltraitance. Sans contrôle de l'État. Donc il y a une responsabilité partagée et moi j'appelle de mes voeux ce qui a pu se faire sur d'autres sujets, et je vais être volontairement provocateur, ce qui a pu se faire sur l'esclavage, sur la collaboration de Vichy à la rave du Veldiv et à la Shoah en général. Voilà, des excuses, enfin, peut-être pas des excuses, mais une reconnaissance pleine et entière de l'État pour son défaut de contrôle sur les publics fragiles, de l'enseignement catholique et de l'Église, sur l'emploi d'une méthode d'éducation hors d'âge et que j'appellerais une pédagogie noire. Un scandale et une prise de conscience avec lequel le Premier ministre n'en a pas fini, puisque selon Paul Vannier, ce dernier aurait menti lors de l'interrogatoire et une démarche en justice est lancée pour parjure. Alors François Bayrou, qui est également rattrapé par une autre affaire, celle du pensionnat de Pélussin dans la Loire. C'est Mediapart qui sort cette affaire et qui est parti à la rencontre des témoins. Des enfants y auraient été jetés dans les escaliers et achevés à coups de pied dans le ventre. Alors ministre de l'Éducation nationale en 1995, François Bayrou aurait été mis au courant et aurait sciemment passé sous silence ces violences. Le Premier ministre est donc accusé d'inaction dans le cadre de cette autre affaire aux similitudes troublantes. Et justement, en ce qui concerne les victimes, la question de la prescription des crimes sur mineurs, c'est l'une des recommandations des députés de cette commission d'enquête. Oui, un travail parlementaire devrait démarrer à ce sujet, justement, une mesure qui permettrait de traiter ces affaires avec la gravité qu'elles méritent, selon les rapporteurs de la mission. Et interrogé à ce sujet ce matin, le garde des Sceaux Gérald Darmanin s'y est dit favorable, mais pour lui, il y a aussi la question des preuves essentielles. Je pense qu'il y a difficilement plus ignoble que de s'en prendre à un enfant, que d'utiliser sa faiblesse, que de le violer, que de l'agresser.
Je sais qu'une grande partie des juristes, des magistrats et tous les anciens gardes des Sceaux y étaient défavorables, parce qu'il est pas faux de dire que l'imprescriptibilité, c'est quelque chose qui peut être aussi une fausse promesse quand les preuves ont disparu, quand les personnes sont extrêmement âgées ou qui ont disparu eux-mêmes. Mais je crois... C'est pour ça que ça n'existe pas, parce qu'il y a ces risques de dérive. Plus le temps passe, moins les preuves sont... Oui, alors le monde a changé. Désormais, il y a des preuves numériques qui peuvent rester, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans lorsqu'on avait déjà ce débat. Deuxièmement, je pense que la réflexion autour de la prise de parole et de la conscientisation du viol qu'on a connu quand on était enfant, par exemple, met beaucoup plus de temps. Et on voit bien qu'il y a des gens qui ont maintenant 50, 60, 70 ans. Moi, j'en ai fait l'expérience personnelle dans ma famille, qui témoignent 50 ans, 60 ans après, de gens qui parfois sont d'ailleurs encore vivants. Et puis, troisièmement, je pense qu'il y a une imprescriptibilité civile aussi que l'on peut mettre en avant, c'est-à-dire la reconnaissance du statut de victime et pas forcément la condamnation pénale de l'auteur. Et je pense qu'on doit avancer sur ce point. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, interrogé par Agathe Lambray sur France Info. On poursuit ce journal avec l'affaire des intoxications alimentaires dans l'Aisne. Et ça y est, l'origine bactérienne est maintenant certifiée. Oui, il y a 30 cas d'intoxication, dont 29 enfants et une jeune fille de 11 ans décédée des suites de cet empoisonnement. Alors le département guette les hospitalisations, mais espère entrevoir la fin de tout ça. On écoute la mère de 50 ans. Alors on est en sortie de crise sanitaire. Déjà on n'a pas eu de cas positifs hier, donc c'est un élément important. Et on a encore 3 enfants hospitalisés, mais 2, je pense qu'on sera vite sur une sortie. Donc tous ces derniers jours on était en retour à domicile avec le grand soulagement des parents. Et en revanche, on pense toujours à la famille d'Élise parce que c'est vraiment un drame très fort. Et on peut s'attendre à de nouveaux cas parce qu'on sait que le délai d'incubation est de 10 jours. Il peut y avoir de nouveaux cas déclarés. Alors, je pense qu'on est quand même en sortie de crise. D'accord. Alors, il peut toujours en avoir 1 ou 2, mais en tout cas, l'enquête qui a été faite et tout le principe de précaution de fermeture de boucherie. Et aujourd'hui, on montre bien que c'est la viande qui a été à l'origine de l'intoxication alimentaire. Ça a été les bonnes mesures pour protéger la population. Puisqu'on sent déjà depuis le week-end qu'on est plutôt vers la sortie de crise. Frédéric Macaré, un maire de Saint-Quentin avec Jérôme Florin sur RTL. Quel bilan pour le pacte enseignant? Le dispositif très controversé fait les comptes. Et oui, 1 an après les débuts de cette modalité censée pallier la crise des salaires et du recrutement de l'emploi dans le secteur enseignant, où en est le fameux pacte de la discorde? Alors au moins 3 enseignants sur 10 engagés dans ce processus. Ça, c'est un objectif atteint, mais les effets désirés ne sont pas toujours au rendez-vous dans les établissements. Alors c'est ce que rapporte en tout cas Sophie Vénétité du SNES FSU. On nous avait vendu le pacte comme étant le principal moyen d'assurer les remplacements de courte durée. Dans les faits, quand on regarde ce qui se passe dans les académies, le remplacement de courte durée n'est pas toujours le pacte le plus signé. Donc les remplacements ne seraient pas la première réussite pour la syndicaliste. Il s'agit surtout ici de boucher les trous. Vous avez des choses qui sont absolument pas prévues, comme par exemple rémunérer un professeur principal. On a même vu du pacte qui pouvait servir à rémunérer un professeur pour qu'il assure un remplacement pendant 6 mois. La Cour des comptes, elle, pointe la complexité du pacte enseignant, un point qui n'aide pas ces derniers à s'en saisir. Allez, on termine ce journal avec une bonne nouvelle pour l'école. Ça se passe à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Oui, une école et un centre socio-culturel tout neuf et durable qui vont voir le jour à la rentrée 2026 dans le quartier Perché des Épinettes à Issy-les-Moulineaux. Alors le chantier touche à sa fin et les parents, les habitants se sont réunis ce mercredi pour la pose de la première pierre. Béatrice Ronté-Cassard s'est rendue sur place. Bienvenue à la cérémonie de pose de la première pierre des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que du centre socio-culturel des Épinettes. Une future école intégrée dans son environnement, économe en énergie et ouverte sur la nature. C'est le défi qu'ont relevé les élus du département, de la région et de la ville en finançant le projet de construction d'un nouveau groupe scolaire aux Épinettes sur les hauteurs d'Issy-les-Moulineaux. Les classes seront orientées au nord, ce qui fait que pour les fortes chaleurs, on devrait pouvoir être épargné, en tout cas dans les salles de classe. Le fait d'avoir de la verdure, d'avoir une toiture végétalisée, c'est aussi des éléments importants. Ce groupe scolaire des Épinettes est l'issue d'un concours. Et donc ce qui a séduit le jury, c'est l'architecture de ce bâtiment avec un jardin privatif pour chaque salle, pour chaque classe d'école. Depuis la démolition de l'école vétuste il y a 3 ans, les parents du quartier scolarisent leurs enfants dans des locaux temporaires à plus de 20 minutes de chez eux.
Ils sont plus qu'impatients de voir les murs sortir de terre. Nous, on est ravis de ce projet, on l'attend depuis très longtemps. Il a mis du temps à arriver, mais maintenant que ça commence, voilà, il nous tarde de le voir arriver vite pour que nos enfants puissent en profiter en tout cas. Ce qui nous tient le plus à cœur, je dirais que c'est le bien-être de nos enfants, le fait d'avoir une école qui soit attractive aussi pour les enseignants. On a vu que chaque classe aurait un espace de verdure à disposition devant leur classe. Ça, c'est super. C'est dans l'air du temps, ça leur fait apprendre plein de choses. On a parlé de culture parce que c'est pas juste une école, c'est aussi un groupe socio-culturel. Un projet écologique mais aussi pédagogique puisque les élèves seront ainsi sensibilisés in situ aux problématiques environnementales. Un reportage de Béatrice Ronté-Cassard. Merci beaucoup Emma, on se retrouve tout à l'heure pour parler de Secret Story. En attendant, le 19 juin dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers à l'école. Une avancée qui a été saluée par nombre de familles et d'observateurs. Mais ce mardi, coup de tonnerre, une commission mixte paritaire l'a rejetée. Que s'est-il passé et quel avenir pour cette loi qui portait beaucoup d'espoir? On en parle tout de suite avec notre invité. « 513 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire en 2024. Une proposition de loi porteuse d'espoir et puis son rejet ce mardi. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Colombe Brossel. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice PS de Paris, également secrétaire de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et du Sport. Et vous êtes également membre titulaire de la commission paritaire relative donc à cette proposition de loi. Je le disais, il y a eu beaucoup de vrais espoirs à l'annonce de cette adoption de proposition de loi en juin par le Sénat et puis mardi elle a été rejetée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'abord repartons du chiffre que vous venez de donner. 20 ans après la loi de 2005, on a plus de 500 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Et aujourd'hui, il y a une forme de consensus quand vous parlez aux acteurs de l'éducation, quand vous parlez aux AESH bien sûr, quand vous parlez aux acteurs du médico-social, pour dire que on n'est pas loin d'un système qui est sur le point de craquer. Qui est sur le point de craquer parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans le médico-social, qui est sur le point de craquer parce que les AESH ne sont toujours pas reconnus en tant que tels. C'est le deuxième corps de métier de l'éducation nationale, mais elles n'ont pas de statut, elles sont sous-payées, leur temps de travail est morcelé. Bref, il y a plein de choses à faire. Et il y a une forme de consensus, je crois, sur le fait qu'on doit pouvoir travailler. Alors, pardon, je dis les choses rapidement. Le quantitatif, c'est fait. Et maintenant, il faut travailler sur le qualitatif. Et puis, cette proposition de loi est arrivée d'une députée qui ne parlait pas du tout de tout ça, qui était une proposition de loi qui visait à donner une base légale au livret personnalisé d'inclusion, et qui ne parlait que de ça. Et le gouvernement a tenté une petite manœuvre qui n'est pas bien pour les enfants, pour leurs familles, pour les éducateurs, qui est d'imposer 3 heures avant le passage dans l'hémicycle, donc sans aucun examen par les parlementaires, une généralisation de ce qui venait à peine d'être expérimenté, que sont les pôles d'appui à la scolarité. Et en fait, c'est là-dessus que ça a chopé. Alors justement, parlons-en de ces pôles d'appui à la scolarité pour que ceux qui nous regardent comprennent bien ce que c'est. Le gouvernement expérimente depuis moins d'1 an, puisque ça a commencé à la rentrée dernière, dans 4 départements. Oui. Si on est honnête, je crois que c'est plutôt 3, parce qu'il y en a un dans lequel ça n'a jamais vraiment commencé. Quelque chose qui n'est pas inintéressant sur le papier, qui est de dire il y a des besoins qui doivent pouvoir être traités pour un certain nombre d'élèves à besoins particuliers. Je pense par exemple au prêt d'un ordinateur. Pour se faire prêter un ordinateur, on n'a peut-être pas besoin de faire le parcours du combattant du dossier MDPH. Et là-dessus, je crois que tout le monde peut s'accorder. Et de la même façon, pour faire coopérer ensemble les professionnels de l'éducation nationale et du médico-social. Et là-dessus, pareil. Donc en gros, c'était un peu une révision des process pour que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit plus simple et qu'on mette les enfants, les enseignants, les éducateurs au cœur finalement d'un système plus simple pour tout le monde. Oui, et puis visant à accompagner aussi les élèves à besoins particuliers qui n'ont pas nécessairement besoin d'être reconnus comme étant en situation de handicap. Ouais. Et donc, c'était pas une mauvaise méthode d'ailleurs d'expérimenter et puis à la fin de l'expérimentation, d'évaluer et de dire ce qu'on allait faire. Et là, l'évaluation n'a pas eu lieu. Eh ben non. C'est ça. Et donc, on s'est retrouvé avec une volonté du gouvernement d'aller à marche forcée, sans évaluation, sans aucune garantie sur les moyens, puisqu'il n'y a
aucune garantie apportée sur le fait que des moyens auraient pu être apportés. Et donc, on a dit, alors on l'avait dit dans l'hémicycle au Sénat pour les sénateurs et de la même façon pour nos collègues députés, on avait dit, nous, le reste de cette proposition de loi sur le livret personnalisé nous va très bien. On a d'ailleurs voté pour ces articles. Mais sur la généralisation des pôles d'appui à la scolarité, prenons le temps. Et ça vous semble un peu précipité? Si vous voulez, on a deux craintes. La première, c'est que on généralise à marche forcée sans savoir finalement quelle est la bonne méthode, parce que dans les départements qui ont expérimenté, il y a plusieurs méthodologies de travail qui ont pu être mises en place. Laquelle est la plus efficace pour les enfants? Nous n'en savons rien, parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Et du coup, est-ce que finalement, avancer à marche forcée, c'est pas créer beaucoup d'attentes chez les familles et les décevoir? Et il y a vraiment un truc dont on est persuadé, c'est qu'il ne faut pas créer de la déception pour les familles et pour les enfants. C'est ça, parce que derrière, effectivement, à chaque fois qu'il y a une avancée sur le thème du handicap, les familles, derrière, attendent énormément, parce que c'est tellement compliqué pour elles, et quand on leur annonce effectivement des choses qui font avancer, et puis finalement, en un mois, c'est rejeté, ça peut leur faire beaucoup de mal. Oui, et nous le comprenons, et c'est d'ailleurs parce qu'on n'a pas voulu participer à un mouvement qui consistait à dire on avance à marche forcée, sans garantie sur les moyens, sans s'occuper des AESH, parce que les AESH, il va bien falloir les reconnaître et les payer. Alors qu'on en a parlé, en plus, il y a quelques mois, il y avait eu des promesses, me semble-t-il, de Gabriel Attal ou de je ne sais plus qui avait dit on va enfin s'occuper des AESH, on va leur donner un contrat, on va augmenter leurs salaires, qui sont évidemment au ras des pâquerettes. 800 € en moyenne, je le redis. Donc c'est absolument rien pour l'utilité de leur travail. Et effectivement, donc, elles sont totalement oubliées. Elles n'existent pas dans ce texte, et c'est ça le cœur du sujet. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Donc la CMP, la commission mixte paritaire, qui réunissait des députés et des sénateurs, ne s'est pas mis d'accord. Le gouvernement va continuer à expérimenter les pôles d'appui à la scolarité. Et puis on va demander un vrai bilan, une vraie évaluation financière. Et à partir de ce moment-là, quand le gouvernement aura finalement fait son travail, de nous dire quelle est son ambition pour l'école inclusive, quels sont les sujets sur lesquels il veut s'engager, les problèmes, ils sont réels, qu'il veut traiter, eh ben on examinera ce texte. Mais on ne peut pas tout mélanger, parce que derrière, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des professionnels. Mais qu'on comprenne bien où se situe la ministre ou la secrétaire d'État au handicap à l'heure où vous parlez, où vous débattez de ces sujets-là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on entend sa voix? Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bien l'un des sujets qui nous a posé question, pour ne pas dire problème. 20 ans après la loi de 2005, franchement, la ministre en charge du handicap et la ministre de l'Éducation nationale, elles ont certainement des choses à porter. Elles ont certainement une ambition. Elles ont certainement des propositions. Qu'elles fassent un projet de loi. Et on prendra le temps de le débattre. Et peut-être qu'après une évaluation, les pôles d'appui à la scolarité seront l'une des solutions qui sera préconisée. Moi, je le redis, de notre point de vue, faire coopérer éducation nationale et médico-sociale, bien sûr que c'est utile. Vous n'êtes pas contre de principe, c'est ça que vous voulez dire? Faire en sorte qu'un gamin puisse avoir un ordinateur sans déposer un dossier MDPH, trouvez-moi quelqu'un qui est... C'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais par contre... Moi, par exemple, j'ai posé des questions aux ministres qui n'ont pas répondu. Dans les endroits où ça a été expérimenté, il y a des endroits où les pôles d'appui expérimentaux ont continué à accompagner les enfants pendant leur parcours avec la MDPH. Dans d'autres, pas du tout. À partir du moment où ils déposaient un dossier MDPH, ils ne s'en occupaient plus. Qu'est-ce qui a produit le meilleur effet? C'est quoi l'évaluation? Vers quel chemin il faut aller? Je n'en sais rien. Parce qu'à la fin, notre crainte, c'est qu'en fait, on ait un pilotage par les moyens existants et pas par les besoins des enfants. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins des enfants. Alors, on l'a dit, il y a effectivement cette expérimentation dans 4 départements. Elle a commencé depuis plusieurs mois. Il faudrait combien de temps pour qu'on sache vraiment si ça fonctionne? Parce que c'est quand même assez récent, me semble-t-il. Il faut au moins une année complète. C'est exactement ce qu'on a porté auprès du gouvernement, en disant, écoutez, franchement, ce serait bien la première fois qu'à l'Éducation nationale, on évalue en moins d'une année scolaire un dispositif. Enfin, un dispositif, ça dure au moins une année scolaire. Au moins, oui. Là, la proposition de loi, elle est arrivée au mois de juin à l'Assemblée, alors que l'expérimentation avait commencé au mieux en septembre dernier. Voilà, prenons au moins le temps de 2 années scolaires. Et puis, pourquoi on a besoin d'un projet de loi?
et pas d'une méthode de coucou du gouvernement qui vient de se mettre sur une proposition d'initiative parlementaire. C'est qu'un projet de loi, il a une étude d'impact. Elle est obligatoire. Et donc, ça permet de savoir quels seront les coûts, quels seront les effets de bord, quels seront les impacts en termes de ressources humaines. Ça permet aussi un passage par le Conseil d'État. Là aussi, c'est important. Tout ceci, on ne peut pas le traiter quand ça n'est pas un projet de loi. Et puis que dans ce projet de loi, le gouvernement avance enfin sur la reconnaissance des AESH. C'est primordial. C'est vrai que dans tout ce débat, dans tout ce que l'on dit là, on entend assez peu le ministère de l'Éducation nationale, on entend assez peu les établissements locaux et tous les gens qui travaillent dans ces départements-là. C'est quand même étonnant ce silence, alors même qu'il faudrait faire encore plus de bruit sur ces thématiques-là. Mais oui, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de reprendre les choses dans le bon sens. En fait, je vais le dire de façon triviale comme ça, il faut reprendre les choses dans le bon sens. On a aujourd'hui plus de 500 000 enfants qui sont en milieu ordinaire, scolarisés en milieu ordinaire, on voit très bien quels sont les dysfonctionnements. Traitons les dysfonctionnements. Il y a certainement des sujets d'organisation et les pôles d'appui à la scolarité peuvent en faire partie, mais on ne règle pas un problème de déficit de moyens par de l'organisation. La question qui se pose aussi sur ces pôles, c'est leur mise en place réelle dans le concret. On sait combien la France est difficile en termes administratifs, il y a beaucoup de strates, beaucoup de gens qui doivent se parler, et puis finalement, c'est compliqué. Est-ce que finalement, ça peut vraiment, mais vraiment, je compte sur vous pour me dire la vraie vérité, est-ce que vraiment, on peut arriver à avoir un système simple ? Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. Dans un des 4 départements expérimentateurs, il y a un des départements où les personnels du côté santé, on va dire handicap de l'ARS, et les personnels du côté rectorat, côté éducation nationale, ont commencé par ne pas se parler pendant plusieurs mois. Donc, ça n'a pas commencé. Bon, donc j'ai commencé par le point négatif. Mais je vais continuer par le point plus positif. Si on répond aux besoins, alors ça marchera. Et des besoins, il y en a. Parce que quand vous parlez avec des enseignants, ils expriment des besoins, notamment par exemple des besoins en termes de formation. Oui, il faut que les enseignants, les nouveaux, mais aussi tous ceux qui sont là, soient formés sur la question des handicaps et des besoins particuliers. Et handicap et troubles 10, ça va avec TDAH, dyslexie, dyscalculie, etc. C'est absolument fondamental. Oui, il faut que les AESH, elles intègrent la communauté pédagogique. Oui, elles doivent avoir leur place au même niveau que tout le monde, à la table, quand on travaille sur l'accompagnement d'un enfant en situation de handicap. Tout ça, ce sont des choses importantes. Par exemple, si on répond à ces besoins-là, et si on répond aux besoins des établissements médico-sociaux, alors on va y arriver. Moi, je suis d'un naturel confiant, je pense qu'on va y arriver. Mais on va y arriver pas en disant on y va à marche forcée, sans rien évaluer, en ayant quand même des méthodes qui ne sont pas des bonnes méthodes pour faire travailler les parlementaires, sans faire participer tout le monde. Moi, je veux des AESH autour de la table, je veux des parents autour de la table, je veux des associations autour de la table, je veux des enseignants autour de la table pour qu'on comprenne et qu'on construise avec eux. Quand on fait ça comme ça, généralement, on y arrive. Et finalement, c'est un peu reprendre l'esprit de la loi de 2005 que de faire ça. Et sauf erreur de ma part, il me semble qu'il y a un député macroniste qui a voté contre avec vous. Preuve que certains dans le gouvernement aussi voient qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, c'est un marqueur quand même. Quand on vote contre son camp, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est que ça doit certainement faire écho à des situations qu'on connaît, qu'on vit sur son territoire et qu'elles paraissent être en fait de bon sens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous avez dit non. Ok, ça va repasser en commission dans combien de temps ? Est-ce qu'il y a des dates, des délais ? Alors, du coup, quand une commission mixte paritaire est dite non conclusive, ça repart à l'Assemblée puis au Sénat. Et donc, certainement à la rentrée, ce sera de nouveau inscrit à l'agenda de nos 2 assemblées. Mais quoi, au calendrier grec ? Ou on peut imaginer ça pour fin 2025, début 2026 ? Nous, on a formulé une demande auprès du gouvernement. On ne peut pas être plus clair. D'accord. Faites un projet de loi qui nous donne vos ambitions, vos objectifs, là où vous voulez aller, pour qu'on puisse
franchir l'étape supplémentaire dont on a tous besoin en termes d'école inclusive. Faites-le avec tout ce qui va avec un projet de loi, une étude d'impact, un passage en Conseil d'État, des moyens qui y seront associés. Évidemment, j'y remets la question des AESH, nous ne lâcherons rien là-dessus. Et là, on fera notre travail de parlementaire. On ne sera peut-être pas d'accord pour tout. C'est normal, c'est la démocratie. Mais on fera notre boulot de parlementaire et on accompagnera ce mouvement-là. On a l'impression, on en parlait un petit peu tout à l'heure, que depuis des années déjà, il y a beaucoup d'initiatives publiques autour du handicap. On essaye toujours de le mettre au centre, finalement, des débats, des aides, etc. Et pourtant, on peut avoir l'impression que ça met beaucoup de temps à produire des fruits, des choses concrètes et positives. Ça bloque où sur ce thème particulier qui est si important? Alors, je vais peut-être tout petit peu modérer mon propos. Allez-y, oui. Parce que je partage votre point de vue et en même temps, si on fait un petit temps d'arrêt, il y a 20 ans, on n'avait pas 500 000 enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Enfin, voilà, il faut aussi se dire ça. Aujourd'hui, on a 500 000 enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Voilà. Et ça, c'est quand même un acquis. Alors, c'est imparfait. C'est pas forcément, les enfants sont pas forcément bien accompagnés. Quand on a, par exemple, des AESH qui sont pas formés avant de prendre leur poste, parce que quelque part, on considère que c'est pas un vrai métier et que donc on peut devenir AESH sans avoir été formé. Bah oui, forcément, on accompagne moins bien les enfants. Pourquoi on se bat pour qu'elles aient un statut, une rémunération normale et tout ce qui va avec un statut, une formation initiale, une formation c'est ce que j'allais dire. Finalement, est-ce que le premier pas ne serait pas de revoir totalement la formation et l'accompagnement de ces AESH, mais de fond en comble? Mais bien sûr, évidemment, on a des personnes formidables. Enfin, vous avez comme moi rencontré des AESH. Oui, qui sont dévoués et qui en font un chemin de vie même. Mais tout le monde dit, tout comme vous, bien sûr, il faut le faire, et personne ne le fait. Et donc maintenant, commençons par ça. Commençons par reconnaître qu'être AESH, c'est un vrai métier, des vraies compétences, et que donc ça doit être rémunéré à la hauteur du métier et des compétences. Et donc on doit être formé. Faisons en sorte qu'elles aient leur place avec tous les autres acteurs quand on parle et qu'on accompagne les enfants en situation de handicap. Et réorganisons. Les pôles d'appui à la scolarité, c'est une forme de réorganisation. Mais la réorganisation, elle vient après. On ne commence pas par réorganiser. D'abord, on avance sur le fond. De quelle manière, à titre personnel, vous allez repartir au combat, justement? Là, vous sortez de ce plateau. Alors bon, vous allez rentrer chez vous, bien sûr. Mais demain, de quelle manière vous allez repartir au combat sur ces thématiques? On va pas lâcher le gouvernement sur le fait qu'il assume ses responsabilités et qu'il ne se sente finalement comptable du 20e anniversaire de la loi de 2005 et donc qu'il nous propose un projet de loi. Ça, c'est la première. Mais à qui vous allez... Qui est la personne? Les deux ministres. On a deux ministres. On a une ministre en charge du handicap, une ministre de l'éducation. Vous allez les avoir en face de vous, vous allez pouvoir leur dire les yeux dans les yeux. Alors, on le leur a déjà dit quand la proposition de loi a été débattue au Sénat. C'est exactement ce qu'on leur a dit. Alors, pour être tout à fait honnête, tous les élus de gauche l'ont dit, mais des élus de droite également l'ont dit. Ils avaient voté pour à la fin, mais ils avaient dit, somme toute sur le fond, la même chose que nous. Nous partageons ce sentiment. Donc ça, on lâchera rien là-dessus. Et puis, on lâchera rien sur la question des AESH. Et si rien ne bouge, alors nous essaierons, de façon transpartisane, d'avancer sur le fait que les AESH, elles soient reconnues, qu'elles aient un statut et qu'elles soient rémunérées à la hauteur de leur engagement. Donc voilà, on continue le combat. Merci beaucoup Colombe Brossel, sénatrice PS de Paris. Je rappelle que vous êtes également membre titulaire de la commission mixte paritaire relative à cette proposition de loi dont on a parlé pour renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers à l'école. Merci beaucoup. Merci à vous. Une pause, chers amis, et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France.
voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation pour parler d'un sujet extrêmement important, le don et la greffe d'organes, avec un chiffre encourageant. Pour commencer, en 2024, le nombre de greffes en France a augmenté de 7,1% par rapport à 2023, selon un rapport de la Fédération des associations pour le don d'organes et des tissus humains. Preuve que les choses avancent, même si près de 23 000 personnes restent en attente de greffe chaque année. On va en parler avec notre invité, le docteur Benoît Rigolo. Bonsoir. Bonsoir. Chirurgien orthopédique et traumatologique au CHU Raymond Poincaré de Garches. Alors peut-être une réaction sur ce chiffre de 7,1%. C'est un joli bond, preuve que le don d'organes commence à entrer petit à petit dans la culture, dans les mentalités. Oui, c'est un travail du quotidien pour de nombreuses personnes qui sont acteurs ou qui font partie des associations qui font la promotion. Donc c'est encourageant, mais ce n'est pas encore assez au vu du nombre de personnes qui sont encore en attente de greffe. À quoi c'est dû ces 7,1%? Est-ce que c'est une meilleure communication ou est-ce que c'est dû aussi au fait que maintenant nous sommes tous donneurs, sauf si on dit qu'on ne souhaite pas? Est-ce que c'est dû aussi à ça? Alors, le consentement présumé, il date des années 76. Il a été institué dans la loi Cavaillé à l'époque. Il n'a fait qu'être renforcé par les différentes mises à jour de cette loi. Donc ce serait optimiste de dire que c'est grâce à ça. Non, je pense que c'est plus grâce à l'intervention des personnes et peut-être avec le temps, de plus en plus de gens en ont bénéficié, vivent grâce à des greffes d'organes et font le travail autour d'eux pour en parler. Ouais. Je parlais du consentement présumé parce qu'il y a encore quelques années, on devait avoir une carte de donneur d'organes sur soi pour justifier peut-être un petit peu. Et puis maintenant, en fait, finalement, le consentement présumé fait foi. Si on ne le dit pas, eh bien, on peut donner ses organes. C'est aussi peut-être un petit peu ça qui a évolué. C'est vrai. Alors, cette carte, elle existe toujours. Il y a des cartes d'ambassadeurs du don d'organes et c'est plus une confirmation du choix des personnes. Mais en effet, maintenant, c'est un consentement présumé, c'est-à-dire que si la personne de son vivant ne s'est pas inscrite sur le registre national des refus, elle est donneuse. Alors, on demande quand même l'avis aux familles. Pour les personnes qui ne se sont pas exprimées de leur vivant, on demande, alors plus aux familles, mais aux proches, ça a été précisé. Quelle est la différence entre famille et proche, du coup? Eh bien, c'est la largeur du cercle de rapport avec la personne. Le proche, ça va être son concubin ou son enfant, alors que la famille fait intervenir un cercle beaucoup plus large. Et ça a été fait ainsi pour faciliter la transmission d'informations. On sait qu'à l'hôpital, plus on met de gens dans la boucle, plus les décisions deviennent compliquées. C'est pour ça aussi qu'on demande aux gens, aux patients,
de définir une personne de confiance lorsqu'il rentre en hospitalisation, que ce soit pour quelconque hospitalisation. Ouais, donc ce qu'il faut dire, peut-être le premier message, c'est parlez-en autour de vous. Dites-le clairement à vos proches si oui ou non vous le souhaitez. C'est peut-être ça qu'il faut faire en premier. Tout à fait, parce que malheureusement, le don d'organes, on pense surtout dans le cadre d'un décès brusque, et on n'a pas la capacité émotionnelle ou autre de prendre la bonne décision sur le moment où intervient cette question. Donc il est important d'en parler à n'importe quel âge, même malheureusement ou heureusement pour les patients qui attendent, les mineurs sont donneurs, donc il faut en parler le dimanche au repas de famille, que les voisins de table soient au courant de la volonté de chacun. Ouais. On parlait donc de ce plus 7%, mais il y a encore un chiffre qui est un petit peu frustrant, et vous le disiez avec ce rapport émotionnel effectivement au don. 36,4%, c'est la proportion de gens qui refusent encore de donner leurs organes. C'est encore beaucoup. Qu'est-ce qui les freine? Est-ce que c'est uniquement le volet émotionnel ou il y a autre chose? Alors, il y a le volet émotionnel pour les familles. Ensuite, pour ceux qui évoquent leur refus de leur vivant, c'est parfois des questions de religion, d'intégrité du corps. On sait que parfois pour aller au paradis ou dans un avenir meilleur, disons, imaginaire, il faut l'intégrité du corps. Alors, il faut savoir que nous, chirurgiens de différentes spécialités, lorsque l'on réalise ce prélèvement d'organes, on a un devoir de restitution du corps ad intégrum. Oui. C'est-à-dire que nous sommes... Le corps, en fait, n'est pas dégradé. Non. Physiquement, visuellement, en tout cas. Non, il y a même une notation dans le rendu du corps aux familles. Donc, on prend un soin particulier à ce que le corps soit tel que l'on a trouvé avant le prélèvement. Et c'est ça. On va parler peut-être aussi des enfants, puisqu'ils sont ici au cœur de nos programmes sur School TV. Je suppose que c'est peut-être encore plus compliqué de trouver des organes pour eux. Oui, c'est plus compliqué parce que, heureusement, on n'a pas trop de décès au niveau infantile. Que ce soit, en effet, les enfants n'ont pas le permis, par exemple. On sait que les accidents de la route sont le plus pourvoyeurs dans les décès chez les patients jeunes. Et donc, en effet, c'est une difficulté de trouver des organes pour les enfants. Alors, comment on fait justement? On attend? On fait attendre ces enfants dans les hôpitaux très longtemps et en espèce de soins palliatifs, on peut dire ça? Alors, oui, le soin palliatif, exactement, c'est quand on ne peut pas arriver à la guérison. Alors, oui, certains sont entre le soin palliatif et le soin curatif dans l'attente de ces traitements et de ces greffes. Et oui, malheureusement, c'est très inconfortable pour les familles, mais on est sur une ligne où, du jour au lendemain, on peut perdre tous les espoirs, ou alors repartir pour une vie quasi normale. Après une greffe. Il y a eu des espoirs quand même avec l'arrivée de l'impression 3D. On en a beaucoup vu dans les médias. Maintenant, on pourrait, en tout cas, faire des organes en imprimante 3D. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment se mettre en place dans la réalité? Ouf. Non, mais on peut dire non. Hein. La question, c'est oui ou non. Je pense que c'est complexe. Je ne fais pas partie du développement de ces sujets-là. Mais on sait qu'il y a toute une partie organique d'échange, des flux, et faire réagir quelque chose d'inerte comme un organe, je pense que c'est très compliqué. Ouais. Donc on est plutôt sur non, mais en tout cas, ça cherche. Voilà. Quels sont aujourd'hui les organes dont les patients ont le plus besoin? Alors, le podium des greffes, on a des greffes de reins en premier, mais il y a peut-être un biais étant donné qu'on peut donner un rein de son vivant. On en a deux chacun, et donc on peut en donner dans des conditions très particulières. Et ensuite, c'est la greffe cardiaque qui a le plus, qui est numéro 2 sur le podium. Et ensuite, ce sont le foie. Le foie, voilà. Ok. Parce que des gens ont peut-être eu des maladies, des cancers, c'est ça? Oui, tout à fait. Le foie, c'est principalement sur des cancers. Et le cœur, ce sont des malformations ou des dégénérescences des tissus qui amènent à un dysfonctionnement de l'organe. Alors, on parlait de la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains tout à l'heure. Quels sont les grands acteurs autour du don et de la greffe d'organes qu'on peut aller voir pour mieux comprendre, pour mieux s'informer et pour être accompagné? Alors, les grands acteurs, tout d'abord à l'hôpital, il y a des commissions d'organisation de ces prélèvements qui sont à l'écoute, qui, pour les patients concernés, suivent les familles avant, les familles après. Donc, on peut par anticipation très bien aller leur poser des questions. Ensuite, il y a des associations, donc, comme l'association France Adot que l'on a citée, qui intervient
dès le plus jeune âge pour informer dans les écoles, mais qui intervient aussi sur des événements, les foires, des réunions de grand public, pour sensibiliser les populations. Donc, on peut se rendre sur le site de franceadot.org où il y a beaucoup d'informations, mais également sur le site de la biomédecine, qui est une branche du ministère de la Santé, sur dondorganes.fr, où on retrouve les différents feuillets d'informations. Parlant du ministère de la Santé, est-ce que vous vous sentez assez soutenu par les pouvoirs publics dans ce combat que vous menez, parce qu'on voit beaucoup de pubs, enfin en tout cas de petits clips pour plein de choses, arrêter de fumer, la canicule, assez peu pour le don d'organes finalement. Est-ce que l'État fait assez ? C'est vrai, alors peut-être que c'est parce que le don d'organes touche moins de monde que le peut-être plus anxiogène aussi. Peut-être est un sujet plus difficile à aborder, mais néanmoins très important. La question était, est-ce que vous vous sentiez assez soutenu ? Est-ce que l'État fait assez ? Je dirais que non, on ne fait jamais assez pour des bonnes causes, et on le voit, il y a toujours plus de 22 000 personnes qui attendent. Mais l'État a une limite, c'est-à-dire qu'il faut que ça vienne aussi des populations. Donc l'État doit nous aider dans la mise en place et la multiplication de l'information à ce sujet. Et qu'est-ce que vous pourriez dire justement à celles et ceux qui nous regardent et qui disent « oui, mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on touche à mes organes » pour plein de raisons qui leur appartiennent. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut leur dire, ils peuvent sauver des vies. Et oui, comme le slogan le dit, on est tous receveurs et on est tous donneurs. Pour pouvoir recevoir, il faut qu'il y ait des gens qui donnent. Et c'est pas sauver une seule vie. Avec un don, une personne qui s'accorde au don peut sauver plusieurs personnes grâce aux différents organes et tissus qui peuvent être prélevés. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et en discuter en tout cas avec son médecin. Tous les médecins, que ce soit à l'hôpital, les médecins généralistes sont entre guillemets habilités à parler de ça. On peut aller les consulter. Ils sont totalement habilités. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont fait l'effort, comme nous qui sommes équipe préleveur, à prendre les informations, mais ils pourront renvoyer leurs patients et tout le monde vers ces différents sites qu'on a précédemment. Alors, recitons le site de la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains. Alors c'est franceadot.org. franceadot.org. Voilà. Merci beaucoup, Dr Benoît Rigolo. Je rappelle que vous êtes chirurgien orthopédique et traumatologique au CHU Raymond Poincaré de Garches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette question. Merci de m'avoir reçu. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique d'Emma Ferré, direction une maison des secrets qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ici la voix. Emma, vous avez rendez-vous dans le confessionnal pour nous faire une chronique sur l'impact de Secret Story sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sans doute deviné. Pas mal, non? Ouais, pas mal. Gros indice quand même. Ouais, j'ai peut-être pas fumé assez pour avoir une voix rauque comme ça, mais bon, j'ai essayé. Hein. C'est bien de Secret Story qu'on va parler. Merci pour l'introduction, cher Loïc. Hein. C'est l'émission phare de TF1 où les candidats sont enfermés dans une maison et doivent découvrir le secret des autres pour tenter d'empocher un chèque de 100 000 € et au passage une notoriété sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça qu'ils le font les trois quarts. C'est un peu ça, oui. Ouais. Oui, c'est une seconde carrière. Vous auriez un secret, vous? Ce serait quoi votre secret? J'ai 1000 secrets. C'est vrai? J'ai 1000 secrets. J'adore, on en parlera après. Voilà, l'émission pour la diffuser pour la première fois, elle était 2007. Et puis Secret Story, on en discute ensemble. C'est un marqueur d'époque avec des candidats emblématiques comme Amélie Néten. Ah oui, et Sénat. Et Sénat. Oui. Sénat. Ça va, Sénat. Ça va, Sénat. Ils s'engueulaient tout le temps, tous les deux. Et d'où, effectivement, le ça va, Sénat qui est devenu, pour notre génération à nous, hein, les jeunes ne l'ont pas, celui-là. Mais nous, oui, on connaît. On le disait, Amélie, Sénat, Eddy, Benoît. En fait, premier pourvoyeur, finalement, de Les Anges de la télé-réalité, de Les Ch'tis à Marrakech. Voilà, c'était parmi les premiers. Et donc, tous ceux-là sont partis après dans d'autres émissions. Finalement, carrière. Voilà, c'est ça. Et puis, vous avez pu le voir à l'écran, les looks, c'est un marqueur d'époque, ça aussi. Ils condensaient souvent le pire et le meilleur de la mode. Parce que c'est justement ça, l'idée de Secret Story, l'apparence, car comme le dit la voix. Et n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences.
Des apparences parfois trompeuses, mais aussi des candidats ultra identifiables. Et ça, c'est la marque de fabrique aussi de Secret Story. Bah oui, c'est un impératif des shows télé, on en parlait. C'est créer des personnages qui résonnent avec leur époque. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière saison, elle est plutôt représentative de la réalité des téléspectateurs. Je me permets ce commentaire parce que moi, j'ai tout binge-watché uniquement pour vous, évidemment. Vous avez tout regardé? Je suis à fond. Ah ouais? Bah ouais, meilleure Anita, Constance, Romy, Damien, Pimprenel, Marianne, Adrien. Il y en a un qui s'appelle Ethan. Ethan. Parce que c'est comme mon fils, donc du coup j'ai retenu. Ethan Hazard, je ne spoil rien. Voilà, c'est une photographie de la France Toussaint qui regarde la télé et qui commente sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs grâce aux internautes qu'on a pu souligner un problème. Et c'est un énorme problème, même, c'est celui des accusations de racisme. Oui, parce qu'effectivement, on en a entendu parler. 2 candidates noires auraient été prises pour cible, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'agit de Romy et Anita. Et il n'y a pas de hasard. Ce sont des candidates noires. Elles ont essuyé des remarques et des comportements discriminatoires. Et ça a fait ruer les fans dans les brancards. Par exemple, j'ai jamais vu autant de racisme banalisé comme ça en 4K. C'est une femme blanche qui crie, parle mal et une femme noire qui se défend. Mais c'est de la faute de la femme noire. Ou encore un peu plus énervée sur les réseaux. Tout à l'heure, je ne regarde pas Secret Story, mais depuis tout à l'heure, je vois passer dans mes pour-toi filles qui sont racisées, voilà, deux femmes noires, et qui en fait ne font que de se prendre des réflexions, bref, du harcèlement banalisé clairement. Et je vois quoi? Je vois qu'en fait, il y a d'autres meufs qui s'en prennent à elles, mais genre, vous savez, c'est un peu une vibe de Mean Girl, genre meuf du lycée qui se prend pour je sais pas qui en fait, et qui fait la misère aux autres, qui rigole, qui ricane, etc., avec toutes ces petites sbires derrière, qui rigolent derrière. Ma chérie, mes chéris, en fait, je crois que votre ego, il vous a trop gonflé. Je pense que les filles comme vous, voilà, c'est ce que j'ai dit, on vous a pas mis assez de tenue. Et je pense que vous pensez que le public vous adore et que quand vous allez sortir, tout le monde va vous acclamer. Sauf que vous allez vous manger l'ascenseur émotionnel de votre vie quand vous allez voir que les gens vont vous détester. Vous détestent déjà. Parce que les comportements comme ça, pardon, on est en Big 2025 en fait. En Big 2025, comment se fait-il qu'il y a encore des comportements comme à Secret Story à l'époque sur Marie Garé? Faites que ces filles-là, l'une des deux gagne en tout cas. Parce que je vous jure que ces gens-là, on les a pas assez éduqués. Pardon les filles, à chaque fois on dit que je suis une grosse gueularde, mais en tout cas je suis une grosse gueularde pour les bonnes raisons. Parce que demain tu me mets dans un truc comme ça, ma chérie. Je crois que moi-même je suis comme Marvin, là je fais pas long feu, là on va me sortir direct. Tellement qu'elles sont en train de se prendre Romy et Anita dans Secret Story, je suis à 2 doigts de demander à la production si je peux entrer en mode famille quoi. Ça me démange, je peux même pas regarder. C'est-à-dire que la petite blonde là, il y a une petite blonde toute mince. Non, en fait, ça m'arrache tellement le cœur. Je me dis, mon Dieu, j'aimerais tellement être là. C'est simple, pour moi, il y a 2 choses. Soit on fait gagner Romy et Anita, vous nous donnez le numéro, on vote en masse. Soit Romy et Anita, elles sortent maintenant. Moi, je peux pas regarder une de mes sistas se faire prendre la misère comme ça, j'arrive pas. Voilà, on voit ça révolte sur les réseaux et les candidats concernés, ils ont été reçus par la production pour un rappel à l'ordre et dans l'idée de suivre ce mouvement issu des réseaux sociaux, c'est même La Voix qui a remonté les bretelles des candidats lors d'une émission quotidienne avec ces mots. Ah, je peux le faire? Ah, allez-y Loïc. J'ai un message important à vous faire passer. J'ai rencontré certains d'entre vous cet après-midi car certains comportements observés récemment ne reflètent pas pleinement l'esprit et les règles que vous avez choisi de respecter en rentrant dans la maison. C'est pas mal, on y est. Ah, il va falloir encore que... Voilà, mais bon, bref. Un peu, Mais vous l'aurez compris, voilà, ça c'était dans les vidéos aussi. En 2025, le racisme, c'est un grand nom. Le comportement de certains candidats envers d'autres reflète aussi parfaitement, malheureusement, la fracture qu'on observe au sein de la société française. Et d'un autre côté, on a l'impression aussi que c'est le cas dans toutes les téléréalités. À chaque fois qu'il y a un petit peu d'enfermement, on retrouve toujours les mêmes poncifs, on dirait au moins ratios sociaux. L'idée, c'est de faire une micro-société. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Et puis là, c'est pas la première fois, en plus, parce que la Star Academy avait été concernée par ces accusations aussi, avec la candidate Ebony, qui avait dû essuyer de multiples attaques racistes, ça avait notamment été souligné par SOS Racisme, entre autres. Donc c'est une drôle de façon quand même de concevoir le divertissement et le vivre ensemble. En revanche, donc, même si les réseaux ont du bon, les appels au harcèlement envers les candidats accusés de racisme, c'est pas acceptable non plus. La prod était montée au créneau aussi pour défendre Ebony, et à l'époque aussi Anisha, qui était la première gagnante de la quand même, Star Academy. Je suis à fond. Je suis pas Secret Story, mais Star Academy. Mais ça chante, ça danse, voilà, c'est des vieux rêve de jeunesse. Voilà. C'est ça. Mais voilà, après, comme toujours, l'élégance, c'est de rester au-dessus de la mêlée, mais parfois il faut reconnaître que donc les réseaux, ça a du bon, notamment pour interpeller les productions. Et la diffusion du programme actuellement, elle se poursuit, et voir si tout cela, ça donnera lieu à un mea culpa ou à un changement d'attitude de la part de ces jeunes, parce que choisir de s'exposer, c'est aussi choisir de diffuser des idées. Et c'est tout.
pour le moment. Ah oui. Merci Emma, merci beaucoup pour cette chouette chronique. On a effectivement mieux compris tout ce qui se passe dans Secret Story. Tout de suite, le meilleur de Scoop TV, ça s'appelle le ZAP, vous en avez l'habitude, le best-of des émissions de la chaîne. C'est parti. Ces industriels, ces grandes fortunes qui achètent des médias, vous le rappelez d'ailleurs dès l'intro du livre, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu. Oui, mais là c'est très puissant. Je pense que ça n'a jamais été aussi puissant et aussi généralisé. Et ils sont très peu nombreux. Et ils sont très peu nombreux et ils ont un pouvoir terrible. Ils ont un pouvoir très fort et qui va de... Quand on regarde l'évolution ces dernières semaines ou ces derniers mois, on voit bien ce terrain qui commence à racheter de plus en plus de choses. Et quand vous regardez d'un peu plus près, ce qui nous a permis de faire ce livre, c'est ce qu'on appelle la chaîne de la valeur. La chaîne de la valeur, c'est un terme peut-être... d'économie, mais il faut absolument l'expliquer. Hérité d'une autre vie, mais qui est... Quand vous regardez, ils sont mis à acheter eux-mêmes une école de journalisme. Ils sont très influents dans les instituts de sondage, dans la distribution de l'édition, dans les think tanks. Donc sur toute la chaîne qui peut influencer et qui peut aider à ce capitalisme d'influence, ils deviennent de plus en plus puissants. Et comme vous le disiez à juste titre, ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux, vous donnez les chiffres. Hein. Ces grandes fortunes se réduisent à 10 milliardaires, je vous cite, qui accaparent 90% des ventes de quotidiens nationaux, 55% des audiences des télés, 40% de celles des radios, 50% de celles du marché de l'édition. Alors une façon aussi de, comme ils perdent de l'argent, de limiter les coûts, c'est de faire plus de commentaires que d'enquête ou de reportage, parce que ça coûte cher. Vous dites que les chaînes d'information, elles sont quand même bien mal nommées. On devrait les nommer des chaînes de commentaires. L'information, ça coûte cher. L'information avec des enquêtes, avec des journalistes, ça coûte cher. Là, ils peuvent faire venir un peu n'importe qui sur les plateaux et en boucle répéter le fait divers et l'analyser. Et je serais curieux de savoir, je ne connais pas exactement le pourcentage de gens qui ont vraiment leur carte de journaliste. Pour abattre ces barrières des plus jeunes âges, est-ce que l'ambition, ça peut s'apprendre dès l'école ? Alors j'y crois. J'y crois parce que je pense qu'on a besoin d'inculquer cet état d'esprit entrepreneurial et ça peut être dès le plus jeune âge. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai compris que je pouvais être entrepreneur en intégrant cette école de commerce. Oui. Et je pense qu'on a vraiment des profils entrepreneurs dans nos quartiers. Moi j'ai grandi dans un environnement où il y avait la débrouillardise, où on s'entraidait, où on était entre nous pour régler les problématiques du quotidien. Trouver un mécanicien, on arrive à le trouver dans le quartier. On vendait des petites choses entre nous. Donc on se débrouillait finalement. Et donc cet esprit d'entrepreneur, il existe. Maintenant, à nous de le booster, à nous de leur donner les ressources pour avancer. Il y a un turnover, j'ai l'impression, immense. Et j'ai connu plusieurs classes. J'ai l'impression que le turnover, il est immense, quoi. Il y a un turnover très important. Alors là aussi, ça rend compliqué l'accueil du jeune enfant parce que, si vous voulez, dans une crèche, il y a ce qu'on appelle un projet pédagogique, voilà, qui est élaboré avec l'équipe, avec la directrice, hein, et y compris d'ailleurs en accueil individuel. Hein, les assistantes maternelles, elles ont des projets pédagogiques. Bon, mais si les professionnels sont très souvent absentes ou remplacées par d'autres qui vont rester quelques mois et repartir, effectivement, ça rend difficile le travail en profondeur. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que l'accueil de jeunes enfants en France, c'est une catastrophe. Et je voudrais là aussi ouvrir juste une petite parenthèse pour dire que les professionnels, elles font un travail fabuleux. Vraiment, toutes. Et je ne manque jamais une occasion de leur rendre hommage. Simplement, elles font avec ce qu'elles ont. Bien sûr. Comme condition. Voyez. Est-ce que des questions, c'est pas aussi celle du modèle économique des médias? Puisqu'on le disait, c'est compliqué d'équilibrer un média en produisant de l'information parce que ça coûte cher de produire de l'information. Pour ça, il faudrait que les gens payent ou que la publicité soit rendue plus chère. Il y a quand même quelque chose d'un peu structurel dans cette crise-là. Il y a très peu de médias, finalement, qui réussissent à fédérer suffisamment d'acheteuses et d'acheteurs payants pour trouver un équilibre. Oui, mais moi, on n'est pas tous obligatoirement d'accord sur ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a vraiment deux choses dans ce livre. Il y a le capitalisme idéologique, le capitalisme avec un projet. Voilà. Et le capitalisme d'influence. Et le capitalisme d'influence. Ouais. Et objectivement, le capitalisme d'influence, si le directeur de la rédaction est relativement libre, on m'a rétorqué plusieurs fois que finalement, heureusement qu'il y a Xavier Niel pour sauver le monde en partie. Donc, alors, une partie de moi vous le rétorque bien volontiers. Voilà, c'est pour ça que... Voilà, je peux l'entendre, même si... Je pense qu'il peut y avoir de l'autocensure sur un certain nombre de choses qui sont inhérentes. Mais le capitalisme d'influence
avec à côté un capitalisme idéologique, culturel. Vincent Bolloré dit il n'y a que l'Église catholique qui peut sauver la France. Enfin, il y a des gens qui regardent CNews et qui me racontent des choses qui personnellement m'épouvantent. Mais c'est une guerre idéologique en fait. Moi je n'oublie pas le nombre de gens qui ont voté pour le Rassemblement national au moment des... Voilà, c'est une guerre. Et actuellement la guerre... Une guerre, c'est pas un combat. C'est vraiment une guerre idéologique. Ouais, je pense que c'est une guerre idéologique, c'est plus qu'un combat. On a dépassé le stade du combat. Il y a des échéances fondamentales en 2027 où il y a des choses très importantes qui vont se jouer pour la démocratie, vu par moi. Le mentorat aussi, c'est quelque chose que vous proposez chez Time to Start. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place ou qui devrait être mis en place, en tout cas de manière plus généralisée, plus importante à l'école, pour que chacune prenne confiance en soi et puisse peut-être, au fil des années, développer des projets entrepreneuriaux comme ceux que vous soutenez aujourd'hui? Oui, c'est clair. On sait qu'aujourd'hui, le réseau, le fait de bien s'entourer, c'est aussi un facteur clé de succès. Et je pense que de pouvoir proposer des mentors dès le plus jeune âge, c'est une belle opportunité. Nous, par exemple, avec Time to Start, on propose à la fin de l'année d'incubation de mobiliser un mentor qui fait partie de notre réseau d'entreprises partenaires et qui va suivre l'entrepreneur sur son évolution. Donc, c'est un lien un peu... affectif finalement qui se crée entre l'entrepreneur et le mentor et ça crée à la fois du réseau, ça permet à l'entrepreneur de ne pas se sentir seul parce que ça c'est aussi important, de pouvoir bien s'entourer et puis c'est une belle opportunité de pouvoir finalement confronter au quotidien ses idées avec quelqu'un d'expérimenté. Il y a aussi des vraies perspectives d'évolution pour une assistante maternelle. Est-ce que c'est ça aussi l'idée reçue qui domine, le manque de perspectives? Oui, exactement. Vous avez entièrement raison. Donc les assistantes maternelles, alors d'où le titre de comité de filière petite enfance. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à créer une filière permettant, avec justement l'acquisition de nouveaux diplômes, permettant, si vous voulez, d'avoir une carrière en perspective, parce que c'est pas un gros mot. Tout le monde a envie de faire carrière. Bien sûr. Voilà. Or, très souvent, et jusqu'à présent et avant, on était assistante maternelle toute sa vie. On peut avoir envie de... Est-ce à dire qu'il faut revoir des diplômes? Est-ce à dire qu'il faut revoir des diplômes ou créer de nouveaux diplômes peut-être? Oui, alors revoir les diplômes. Alors nous sommes en train de travailler aussi, oui ça je l'ai dit, ça fait partie, disons, un petit peu des formations. Nous sommes en train de travailler sur la révision du CAP, petite enfance. Voilà, avec l'acquisition, une refonte qui se ferait sur un an, avec l'acquisition de modules supplémentaires. Voilà. Et nous sommes en train également de réfléchir et de mettre en place, on espère pour la fin de cet automne, un diplôme supplémentaire dans la filière éducative, donc un petit peu moins sanitaire, qui sera un diplôme de niveau 4. Voilà, donc l'équivalent un petit peu, si vous voulez, d'un diplôme d'auxiliaire puériculture, mais qui ferait partie de la filière éducative. Voilà pour le ZAP. Merci infiniment d'avoir suivi ce grand JT de l'éducation. L'équipe aujourd'hui à la réalisation, Mani Pézeshk, au son Thibaut Goury-Lafont, au maquillage Laure Rodemont, et puis à la rédaction, Laura Girard et Emma Ferret, qui est à la fois derrière et aujourd'hui devant. Messieurs, dames, on vous retrouve demain? Non, demain ce sera Adrien Fontenot. Adrien Fontenot pour la dernière de la saison. Exactement. Avec Virginie Guillaume. Donc soyez bien là, on vous accompagnera. Et puis ensuite, vous aurez des rediffusions des meilleurs moments de School TV tout l'été. Bye bye, belle soirée, à très vite.